Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le grand amphithéâtre CUJAS de l'Université Toulouse-Capitole pour aborder la question de l'environnement lors de la cessation d'activité d'entreprise. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille Maître Larouille Castéra, Bonjour. Avocat au barreau de Toulouse et spécialiste de droit de l'environnement. Avant de lancer cette discussion, peut-être une rapide mise en perspective de cet enjeu pour rappeler qu'à la fin des années 80, on assiste en France à une intense période de reconversion industrielle, la fermeture de nombreux sites industriels avec de lourds passifs environnementaux, des déchets enfouis, des terres souillées par des décennies d'activités polluantes. Et ces fermetures sont évidemment associées à la très mauvaise situation financière des exploitants. La question est alors de savoir s'il existe une obligation de remise en état de ces sites pollués, ce que l'on pourrait qualifier donc de créance environnementale. La montée des enjeux environnementaux et sanitaires, ainsi que du développement durable avec ses aspects sociaux et économiques, il ne faut pas l'oublier, a conduit finalement à la mise en regard de ces deux droits, de ces deux ordres publics, le droit des entreprises en difficulté, un ordre public économique qui a pour but de sauver l'entreprise et si ce n'est pas possible, d'assurer le remboursement des créanciers. Et de l'autre côté, le droit de l'environnement avec son ordre public écologique dont la vocation, bien sûr, est toute différente, voire même donc contradictoire. L'affaire Metaleurop, gigantesque site industriel pollué dans le nord de la France, a fait scandale, chacun s'en souvient, et a ouvert un débat sur le traitement juridique de ces sites pollués en fin d'activité de l'entreprise. Cette affaire donc a permis de voir comment le droit des entreprises en difficulté pouvait évoluer à cet égard. Et il a été créé, par exemple, un bilan environnemental dans la procédure collective. Il a été admis que cette dette de dépollution, cette créance environnementale, si on la voit de l'autre côté, pouvait être considérée comme postérieure, l'arrêté préfectoral étant ici le point de départ de cette créance. D'un autre côté, le droit de l'environnement a aussi pris en compte cet enjeu. Donc c'est à ce croisement que nous allons nous attacher maintenant. Donc qu'en est-il, Maître Larouille Castéra, des obligations, pour commencer, du mandataire judiciaire au moment donc de la cessation d'activité? Alors, ce mandataire, lorsqu'il va exercer ses fonctions, ses attributions, eh bien, il va devoir se substituer à l'exploitant défaillant. Et c'est lui qui va endosser toutes les responsabilités qui auraient dû être celles de l'exploitant si l'entreprise était restée in boni. Quelles sont-elles principalement? Tout d'abord, il faudra qu'il déclare la cessation d'activité auprès des services préfectoraux qui sont compétents dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement. Mais aussi et surtout, il devra s'assurer d'une mise en sécurité du site, parce qu'on parle ici bien évidemment d'exploitations polluantes, d'exploitations qui peuvent présenter des dangers. C'est la raison pour laquelle elles sont soumises à cette législation spécifique des installations classées pour la protection de l'environnement. Et le mandataire devra s'assurer que le site ne présente pas de danger. Ne présente pas de danger, que ce soit au regard de l'environnement, au sens large, on va dire, qu'il n'y ait pas de dépôt de produits toxiques, qu'il n'y ait pas de contamination des eaux, mais aussi, je dirais, par rapport à l'environnement le plus proche, c'est-à-dire les riverains, le public, et il faudra en priorité qu'il s'assure de la fermeture de l'accès au site. Et puis, enfin, troisième série d'obligations, il devra réfléchir et mettre en place à une réhabilitation du site, cela en concertation étroite avec le service de l'inspection des installations classées. Oui, et
de nombreuses obligations existent donc. Et je crois savoir qu'un guide a été publié, republié même par le ministère. Tout à fait, parce que on le comprend bien ici, on est, vous l'avez exposé, à la croisée de différentes législations, de différents enjeux. Il y a le droit des procédures collectives, bien évidemment. Il y a le droit des installations classées qui n'est pas simple, parce qu'il existe plusieurs régimes, régime de déclaration, régime d'enregistrement, régime d'autorisation. Il y a aussi des interactions avec la législation sur les déchets, également avec le droit de l'urbanisme. Bref, tout ça rend cette situation de cessation d'activité au regard de l'environnement complexe. Et un guide a été élaboré. C'est un guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l'inspection des installations classées. La dernière version date de 2012, elle est déjà ancienne, on peut le regretter, mais ce guide comporte des informations tout à fait essentielles à l'égard de tous les acteurs de la procédure collective. Oui, dans une logique d'évitement des responsabilités professionnelles, j'imagine. Tout à fait. Alors, la question qui vient ensuite, c'est celle, évidemment, au-delà de cet aspect spécifique du mandataire liquidateur, c'est la question du débiteur. De la décontamination en cas de liquidation. Donc, vers qui se tourner, qui va payer cette remise en état du site. Pouvez-vous, maître, je vous prie, nous rappeler quel est le principe, si on est en ICPE ou si on ne l'est pas? Alors, le droit des installations classées pour la protection de l'environnement ne connaît qu'un seul débiteur, c'est le dernier exploitant. Et c'est là toute la difficulté, justement, quand il y a une société en liquidation, puisque ce dernier exploitant disparaît, est effacé, et c'est le mandataire judiciaire et après le liquidateur judiciaire qui vont prendre le relais. Alors, on est face à une situation assez particulière parce que la préfecture, le service de l'inspection des installations classées ne connaissant que ce dernier exploitant, auquel s'est substitué le mandataire judiciaire, eh bien, les différentes mesures de police administrative vont être prises à l'égard de ce mandataire judiciaire ou ce liquidateur. Et on va se trouver dans une situation où ce sont ces représentants qui vont être destinataires des arrêtés de mise en demeure, d'avoir à remettre les lieux en état, d'avoir à procéder à une remise en état, qui vont se retrouver destinataires par la suite d'un arrêté de consignation. La préfecture va dérouler finalement tout son arsenal de sanctions, de mesures administratives à l'égard du mandataire, qui, bien souvent, après avoir désintéressé les super privilégiés, les salariés, le fonds AGS, eh bien, n'aura plus rien dans les caisses et ne pourra pas assumer, satisfaire aux injonctions préfectorales. Alors, ce qui fait dire à certains que la procédure fonctionne, mais elle fonctionne à vide. Cependant, et cela est d'ailleurs très bien décrit dans le guide auquel je faisais allusion à l'instant, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé pour que l'administration puisse justifier avoir fait tout ce qu'elle pouvait faire en son pouvoir, mais que la remise en état n'est pas satisfaite, pour qu'ensuite, et au final, et en dernier lieu, le relais soit pris par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, qui, avec des fonds publics, assurera la remise en état des lieux. Entendu, quoi qu'il en soit, il arrive encore, bien sûr, que des entreprises soient mises en liquidation et qu'elles disparaissent ou elles aient déjà disparu depuis plusieurs années et que l'on n'ait pas d'exploitant. Donc on repose finalement la question, qui va payer? Est-il possible de se tourner vers le propriétaire qui aurait donné à bail ce site sur lequel l'entreprise a cessé son activité? Alors c'est une situation effectivement qu'on a déjà pu rencontrer où les services administratifs, à la recherche d'un débiteur solvable, ne pouvant rien tirer du dernier exploitant, se retournent contre le propriétaire. La jurisprudence a été très nourrie en la matière et est venue préciser dans quelles conditions on pouvait effectivement solliciter de la part du propriétaire la remise en état en le considérant finalement comme détenteur des déchets qui sont sur son site.
La loi Allure est venue récemment fixer une hiérarchie en quelque sorte dans les responsables, en retenant en premier lieu l'ancien exploitant ou le détenteur des déchets, et à titre subsidiaire uniquement, mais uniquement à titre subsidiaire, le propriétaire, mais aussi à la condition que celui-ci ait commis des actes de négligence ou alors n'est pas étranger à la pollution. Et ce n'est finalement que dans ces conditions-là qu'on pourrait envisager effectivement une mise en responsabilité du propriétaire. Vous évoquez, Maître, la loi Allure. Je crois qu'à savoir qu'elle a aussi créé une procédure dite du tiers repreneur. Pensez-vous que ce soit l'avenir en matière donc, de cessation d'activité au regard de l'environnement? Effectivement, c'est une piste intéressante. On n'a toujours pas de retour d'expérience, même si la loi Allure est déjà du 24 mars 2014. Mais ce tiers repreneur, ce tiers demandeur, c'est quelqu'un qui spontanément viendrait se substituer aux obligations du dernier exploitant défaillant. Cela a été imaginé afin d'essayer de remettre dans le circuit économique des friches industrielles et permettre, en les réhabilitant, de les affecter à d'autres usages. C'est un point qui existait, une pratique qui existait déjà, mais qui n'était pas reconnue par l'administration. Les conventions qu'il y avait entre ce tiers repreneur et le dernier exploitant n'étaient pas opposables. Aujourd'hui, il y a véritablement un cadre officiel qui est inscrit dans la loi Allure. Je vous remercie, Maître. Merci.